Bonjour chers viewers, followers, abonnés ou simples visiteurs, c'est Aonins pour Art Talk, le podcast de débat artistique sur Twitch. Très heureux de pouvoir vous présenter ce second nouveau format, plus intimiste, plus posé que nos précédentes vidéos avec Artwalk. On a pu interviewer les artistes invités par la Japan Toucharu et si vous ne les connaissez pas, on espère que vous prendrez du plaisir à les découvrir à travers ces capsules toutes spéciales. Soutenez-nous et ne ratez rien en vous abonnant sur YouTube avec la petite cloche. Toutes nos news passent par nos réseaux, alors n'hésitez pas à nous suivre. Toutes les informations importantes sur les artistes interviewés ou notre média sont en description. Des bisous et bonne vidéo. Bon bah déjà bonjour et merci d'avoir accepté cette petite interview. Donc nous on tient une émission sur Twitch sur laquelle on va faire des débats artistiques et premièrement en fait quand on reçoit quelqu'un on lui demande de se présenter mais on le fait un peu différemment que les présentations globales. On va te demander de juste nous dire par exemple ce que tu as mangé ce matin ou ce que tu as fait hier, s'il y a quelque chose qui t'a marqué ou quoi que ce soit, ou après tu peux choisir toi rapidement de raconter vite fait ton parcours si tu le souhaites, mais voilà juste pour qu'en fait que les gens qui regarderont aient un ton un peu de ta personnalité. Donc, qu'est-ce que tu veux savoir? Ce que j'ai mangé ce matin, du coup? Alors, moi, je suis une grosse... Bah voilà, tu me regardes. Café. J'ai mangé du café ce matin. Moi aussi. Et j'en mange régulièrement. Ouais, non, c'est à peu près mon petit déj de ce matin. Alors donc on a vu que tu faisais beaucoup de choses sur ton site notamment, scénariste, écrivaine, que tu étais aussi romancière, que tu faisais voilà, tu avais plusieurs étiquettes. Pourquoi écrire du multiplateforme plutôt que de s'investir dans un seul domaine? Est-ce que c'est un frein artistique pour toi? Non, au contraire. Tu vois, moi, je pourrais pas faire qu'une seule chose. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Parce que tout me passionne, tout m'intéresse, tu vois. Et maintenant, je compte ce que j'ai pas encore fait. Par exemple, j'ai pas encore fait de jeu de rôle, j'ai pas encore fait d'escape game. J'ai trop envie de faire d'escape game. Et mon but ultime, jeu de rôle, c'est moins mon truc, donc plus escape game. Et mon dernier truc ultime, ce serait, j'ai envie de travailler pour les parcs d'attractions. Ah, Je vais travailler sur le storytelling de parcs d'attractions, tu vois. Les Imagineers, je sais pas si ça te parle, mais oui. voilà, de Disney. Donc typiquement, ça oui. Et puis non, en fait, j'ai travaillé sur plein de supports pour tester aussi. Puis parce que tu vois, typiquement dans les métiers de l'écriture, le métier de la narration au sens large, tous les supports nourrissent les autres. Donc tu apprends à écrire des dialogues particulièrement au théâtre, mais ces règles-là s'appliquent moins bien aux jeux vidéo. Tout ce que tu apprends en écriture interactive dans le jeu vidéo, ça sert pour la réalité virtuelle. Ce que tu apprends en réalité virtuelle, ça t'apprend à mieux gérer les espaces, ça te sert pour le jeu vidéo, etc., etc. Donc quand tu travailles dans le narrative design au sens large, la narration, l'écriture, bah, tu te nourris en fait de toutes ces choses-là et tu apprends à mieux travailler sur d'autres supports en travaillant pour de nouveaux supports, etc., etc. Donc c'est pour ça que je fais ça. Et donc non, au contraire, ça c'est pas un frein, c'est un tremplin. On voit parfois des scènes, des jeux, des images qui vont parler d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. Est-ce que c'est en partie grâce au code de la narration qu'elle a pu apporter ou est-ce que ça se complète ensemble? Ouais, donc là tu parles vraiment de tout ce qui est visuel quand tu vois quelque chose qui te parle, pourquoi est-ce que ça te parle? Eh ben ça te parle, alors on peut prendre peut-être un exemple, je sais pas si tu as une image en tête. Pas du tout. Ouais. Bah, en fait, dans le jeu vidéo, par exemple, on appelle ça la narration environnementale. Donc, c'est-à-dire quand tu rentres dans un espace, que tu n'as pas particulièrement de dialogue, de scène, rien du tout, mais l'espace et ce qui est posé dans l'espace raconte quelque chose. C'est pour ça que ça s'appelle la narration environnementale. Donc la narration environnementale, ça s'appuie. Alors ça peut être, tu sais, quelque chose de très simple, du style, tu rentres dans une pièce, tu vois qu'il y a eu une bagarre parce que par terre, il y a la table a été explosée. Tu vois, bon, c'est des détails comme ça qui fonctionnent immédiatement. Tu comprends ce qui s'est passé avant. Et donc ce qui peut te parler dans une image, c'est justement que tu as l'impression que cette image, elle a un passé. Donc il y a quelque chose qui s'est passé avant dans cette image, qui te parle peut-être personnellement. Et dans un espace aussi, tu as tout ce qui fait appel à ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire les mythes et les contes en fait, les contes que tout le monde connaît, les personnages et les archétypes que tout le monde connaît depuis l'enfance, tu vois. Il y a des choses, voilà, tu sais que ça appartient plutôt à l'archétype du mal, de la nostalgie, enfin il y a des choses qui font appel à tout ça. Donc on utilise beaucoup les espaces justement en jeu vidéo pour ça, en réalité virtuelle aussi, et on s'appuie sur des codes très forts. Mais il y a mille manières de donner vie à un espace et à une image et qui font que tu l'as. Encore une fois, je pense que toi, elle te parle. Je pense que le fait d'avoir quelque chose, un monde ou qui a un passé, tu sens qu'il y a eu quelque chose avant, même à un niveau beaucoup plus macro que juste une bagarre, tu vois. Ça fonctionne très bien parce que du coup, t'as l'impression que l'espace vit. En jeu vidéo, on va rester un petit peu dedans. Est-ce que la narration passe au second plan derrière le gameplay? On va penser en fait aux gens qui des fois vont pas vouloir s'attarder sur toute la narration, les lignes de dialogue qui ont été créées, et on les appelle donc les skippers, ceux qui vont passer toutes ces scènes-là.
Alors c'est une super question, merci de l'avoir posée. La narration dans le jeu vidéo, c'est pas que les cinématiques. Loin de là. Donc les premières cinématiques, je crois que c'est la première cinématique dans l'histoire du jeu vidéo, ça doit être Donkey Kong, je crois, de mémoire. Mais depuis, on utilise plein d'autres. Je te parlais de narration environnementale. Typiquement, tu peux avoir tout un jeu avec juste de la narration environnementale. Donc peut-être que ça te parle un peu ces jeux-là, Limbo, Little Nightmares, etc. Il n'y a aucun dialogue, il n'y a aucune cinématique, il y a vite fait des mini-cinématiques, on peut appeler ça comme ça. Mais voilà, et toute la narration en fait est portée par autre chose. Donc quand on fait de la narration pour le jeu vidéo, il n'y a pas que l'écriture, il n'y a pas que le scénario, il n'y a pas que les dialogues et les cinématiques, loin de là. Il y a tout ce qu'on appelle les narrative means en bon français, donc les outils narratifs, c'est-à-dire typiquement le son. Le son hors dialogue, le son, l'environnement, le gameplay, parce que pour le coup, donc le game design pur et dur, les mécaniques racontent des choses. J'ai plein d'exemples comme ça, c'est pour ça qu'on appelle ça le narrative design. Narrative design, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que la narration et les mécaniques de jeu fonctionnent ensemble et fassent du sens ensemble. Voilà. Donc la narration, elle passe aussi par là, ce qui fait qu'on peut travailler en narration sur des jeux qui n'ont aucune cinématique et des fois des personnages qui sont un nuage et le tonnerre, tu vois ce que je veux dire. Donc ça peut être extrêmement symbolique, extrêmement... la narration, elle est partout en fait, et je crois que ça doit être le métier le plus transversal du jeu vidéo, la narration, parce qu'on travaille avec le world, on travaille avec le level design, le game design, le son, tout, la musique évidemment, l'art, etc., etc. Donc on est partout en fait, on est partout. On a aussi vu que tu avais travaillé autour d'un projet qui s'appelle Ego. Selon toi, jusqu'où ira l'écriture et la technologie dans l'avenir? Alors la technologie, c'est une question à laquelle il est toujours un peu difficile de répondre, mais pour moi en tout cas, pour l'écriture, on parlait, tu vois, de narrative design, de narration, etc. La réalité virtuelle, elle est ce qu'on appelle un processus de remédiation, c'est-à-dire que les nouveaux médias, donc ce qui commence à sortir, donc typiquement la réalité virtuelle, ils s'inspirent toujours des médias qui les ont précédés. Donc typiquement, la réalité virtuelle, elle s'inspire majoritairement du cinéma, mais aussi du jeu vidéo. Et donc on est en train d'essayer d'aller chercher les métiers qui font le plus de sens côté cinéma, côté jeu vidéo. Et la narration est un peu le cœur de la problématique, parce que typiquement en réalité virtuelle, moi on vient me chercher quand il y a déjà des auteurs réels, donc un auteur, un réalisateur, une réalisatrice qui sont sur un projet, et on vient me chercher pour me dire voilà, maintenant les interactions, il faut qu'elles fassent du sens par rapport à ce qu'on raconte, est-ce que tu peux venir nous aider? Et donc il y a des profils de scénaristes ou de narrative designers qui vont travailler sur des projets en réalité virtuelle pour essayer justement de créer des codes qui pour l'instant sont encore un peu flous. La réalité virtuelle, il y a plein de gens pour qui c'est la 360 en fait, où il se passe pas grand chose et on regarde une scène avec des gens qui marchent. Non, il y a quand même beaucoup plus de choses à faire que ça. Par exemple avec Alix, Half-Life Alix. Exactement, ouais, il y a des très très bonnes, il y a des super exemples, mais très mainstream aussi. Mais du coup, le temps que voilà, il y a plein de petits projets qui existent et qui testent en fait. On est en pleine phase de test, de remédiation, et on essaie progressivement de comprendre les codes de ce nouveau médium. Donc c'est passionnant, parce que c'est comme si on se retrouvait au début du cinéma, 1895, on commence à tester des choses. Et à l'époque, le cinéma c'était du théâtre filmé, quoi. Maintenant, voilà, tout ça a évolué. Il y a eu le montage derrière. La réalité virtuelle, elle est en train de bouger. Donc c'est vraiment, d'un point de vue technologique aussi, ça va évoluer au fur et à mesure. Il y a plein d'usages différents de la réalité virtuelle. Voilà, donc c'est passionnant comme support. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, bonne convention.